Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais faire l'appel. Tout d'abord, le secrétaire, M. Richard Deschamps, M. Archepot. Alors, Maïsa Thierry, allez, plus sérieux. Maïsa Thierry présent, Hubert Audet, Jean-Nico Jacques, Galilée Philippe Curie, qui a donné pouvoir à Jean-François Deleu, Garcia de Départ, Glenn Marseille, Julien Sivaël, Nicolas Noir, Hélène Marielle, Sarah Sérapé, Mounion Dominicain, Archemo Nicolas, Galabo Mounion Sandrine, qui a donné pouvoir à Mounion Dominicain, Coupinière qui a donné pouvoir à Christine Agné, Didier Emmanuel, Roger, Caruso Vanessa, Laurent David, Agnès Delphine, Gemma Bouillon qui a donné pouvoir à Vanessa Caruso, Leroy Patricia, Dieu Jean-François, Boinel Charlie, Stéphane Simon, Estrada Canibalizal, Falcon de Lucas Chantal qui a donné pouvoir à Pascal Dardier, Boudard Nicolas, Aspal Didier, Boula Taïssa qui a donné pouvoir à Mme Lydiane Estrada Bendria Mérimène et Focagi. Présent. Je vais faire passer la feuille. Avant de commencer, j'ai une information au conseil municipal. C'est la commission de l'indemnisation amiable des préjudices économiques liés aux travaux de la passation de bilan intermondial. Alors, nous avons délibéré lors de la séance du 7 avril dernier pour créer une commission d'indemnisation amiable des préjudices qui supporte les commerçants concernés par les travaux de la passation de bilan intermondial. Et je souhaite vous informer des élus qui siégeront au sein de cette commission. Il s'agit de Jean-Christophe Davigo, Mme Eve Jiménez-Silva et M. Gilles Foucasse. La commission se réunira en mairie le 16 juin à 16h pour élaborer l'organisation d'indemnisation, définir le périmètre d'intervention et ce règlement par l'objet de délibération pour son adoption lors du conseil municipal du 7 juillet. Donc déjà, vous pouvez noter que le 7 juillet, c'est la fin du conseil. Vous avez également sur la table le journal une bande dessinée qui a été faite à l'État qui a un rapport avec la politique culturelle aux structures culturelles. Alors, la question numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2025. Y a-t-il des observations sur ce conseil, sur le vote? Aucune observation, de vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie.
Question numéro 3. Information sur le récapitulatif des décisions que j'ai prises. Voilà, comme vous l'avez fait de ça dans la 15, je comprends que est-ce qu'il y a des questions? Aucune. Question numéro 4. Financer ce budget principal de la ville. Je vais laisser la parole à M. Marcel Caron. Merci, Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Vous avez vu que dans la diffusion avec des documents pour cette séance du conseil municipal, les comptes de gestion. Donc, il vous est simplement demandé, sans qu'on ait à faire de présentation initiale, ça va arriver au moment des comptes administratifs, de déclarer que le compte de gestion du budget principal de la ville de Metz, qui a été dressé par le comptable public, visé et certifié par lui, n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je le vois clair. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Question numéro 6, finances sur le budget annexe. C'est le budget annexe du restaurant municipal compte de gestion 2024. Je vais laisser la parole à Mme Vanessa Caruso. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, comme précédemment, il est demandé pendant le conseil municipal de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe du restaurant municipal dressé pour l'année 2024 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions? Aucune. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 6, finance, c'est le budget annexe de l'hébergement municipal compte de gestion 2024. Je salue la parole à Vanessa Caruso. Merci. Il est à nouveau demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe de l'hébergement municipal dressé pour l'année 2024 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 7. C'est le budget annexe du port mixte compte de gestion 2024. Je laisse la parole à M. Merci, monsieur le maire. Il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe du port mixte dressé par l'année 2024 par le comptable public visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 8. Finances sur le budget annexe du port du Mont-Blanc. Je laisse à nouveau la parole à M. Nicolas Chibaud. Il est donc demandé aux conseillers, pareil, de déclarer que le compte de gestion du budget annexe du port du Mont-Blanc dressé pour l'année 2024 par le comptable public visé certifié conforme par l'ordonnateur n'y appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions? Donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 9, finances, c'est le budget annexe de l'ère de camping-car compte de gestion 2024. Je laisse la parole à Mme Vanessa Caruso. Il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe de l'ère du camping-car dressé pour l'année 2024 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 10. Finances, c'est le budget annexe du village Club Talassa. Compte de gestion 2024. Je laisse la parole à Vanessa Caruso. Il est encore demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe du Talassa, dressé pour l'année 2024 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions? Je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 11. Finances sur le budget principal, c'est le code administratif 2024.
Alors, ce que je voulais dire avant de commencer, avant le détail du compte administratif de 2024, je souhaitais partager quelques éléments du bilan, car le résultat financier de l'année 2024 traduit très clairement le chemin que nous avons parcouru depuis le début du mandat. Lors de la campagne de 2020, notre programme était qualifié d'irréaliste. On nous reprochait de promettre trop sans tenir compte des réalités budgétaires de la commune. Et pourtant, bien on arrivé, nous avons alerté sur le point essentiel, les finances de la commune étaient dans le rouge, et notamment la capacité de désendettement qui s'élevait alors à plus de 24 ans. Un niveau très largement au-dessus des seuils d'alerte fixés par la loi et la Cour des comptes. Nous avons donc engagé un travail de fond, rigoureux pour redresser la situation. 4 ans plus tard, les chiffres sont là, la capacité de désendettement est passée sous la barre des 7 ans, un niveau plus que satisfaisant. C'est un indicateur clair de notre solidité financière retrouvée dans notre commune. Dans le même temps, l'épargne nette dégagée en 2024 atteint les 749 511,29 €, en hausse de plus de 90% par rapport à 2023 et au plus haut niveau depuis le début du mandat. À titre de comparaison, cette épargne était négative en 2020 à hauteur de moins 431 000 €. Cette progression est le fruit d'une gestion responsable et maîtrisée et orientée vers l'investissement utile. Nous avons également réduit l'endettement de la commune qui passe de 15,3 millions d'euros à 14,24 millions d'euros, soit 1,06 million d'euros de dette à moins. Tout cela sans recourir à une hausse de la fiscalité. Malgré les difficultés économiques de ces dernières années, l'inflation, flambée du cours de l'énergie, revalorisation du point d'indice et baisse des dotations de l'État, nous avons maintenu les taux d'imposition inchangés. C'est l'engagement que nous avons tenu tout en poursuivant les investissements. Nous avons su nous appuyer sur nos partenaires financiers, l'État, la région, le département, Cetagropole et Euro-Énergie. Aller chercher les subventions nécessaires et éviter de faire reporter intégralement le financement des projets sur les habitants, et je les en remercie. Je veux également remercier l'ensemble des élus pour leur implication et leur rigueur dans la gestion de leur délégation. Un remerciement en particulier à M. Marcel Crème, notre délégué aux finances, pour son sérieux et sa constance. À M. Lal, notre directeur général des services, pour son accompagnement. Et à tous les services municipaux, avec une mention spéciale pour le service finance. Magali Claire et tout le service, bien sûr, dont le travail a été déterminant. Ce compte administratif 2024 reflète une situation assainie et solide et nous offre des perspectives concrètes pour continuer à construire Metz dans la durée et avec ambition. Voilà ce que je voulais dire. Et je laisse maintenant la parole à M. Marcel Crème. Merci, Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Alors, avant de passer à chaque délibération concernant les comptes administratifs, il va y avoir une présentation générale, d'abord du budget principal, et ensuite des budgets annexes par chaque conseiller délégué sous forme de diapo, je dirais par budget annexe. Et puis il y aura à la fin, dernière diapositive, l'affectation et résultats cumulés. Alors, le plan de la présentation est le suivant. Donc, on va parler du budget principal de la commune, du fonctionnement, de l'investissement, des indicateurs d'équilibre financier, des résultats. Le point 2, ça sera une partie des budgets d'annexe. Et la dernière diapositive concernera les résultats cumulés. Donc, s'agissant du budget principal, le fonctionnement. Vous voyez apparaître sur cette diapositive les dépenses de fonctionnement par nature de dépenses, où les charges personnelles représentent 10 764 300 €, les charges générales 3 822 856 €, les charges de gestion courante 1 644 426 €, les dépenses d'ordre 773 993 €, les intérêts d'emprunt représentent 478 015 € et les autres dépenses réelles 177 177 €. Donc vous voyez que les charges de personnel, à elles seules, représentent 61% des dépenses de fonctionnement de la commune. S'agissant maintenant des recettes de fonctionnement par nature,
sur cette diapositive, vous voyez apparaître les impôts et taxes pour 12 775 026 euros, les dotations de l'État et autres participations 3 945 989 euros, les produits des services pour 1 340 912 euros, les autres recettes réelles pour 633 028 euros, et enfin les recettes d'ordre pour 301 968 euros, sur un total de recettes de 18 996 927 euros, où les impôts et taxes représentent 67% des recettes. Si nous regardons maintenant l'investissement, les dépenses d'investissement représentent un total de 5 318 456 euros, ou dans lesquels les dépenses d'équipement elles-mêmes représentent 3 581 300 euros, le remboursement du capital 1 303 075 euros, et les dépenses d'ordre 434 080 euros. Vous voyez que les dépenses d'équipement restent à 67% du total. Alors, si nous examinons les grands programmes d'investissement gérés en autorisation de programme et crédit de paiement, sont listés l'ensemble des projets d'investissement, donc en APCP, tels que votés le 31/12/2024. Cela concerne la mise en accessibilité des bâtiments communaux, des écoles et des gymnases, la rénovation des remparts en phase 2. Donc je vais simplement rappeler les dépenses en crédit de paiement de l'année 2024. Donc la mise en accessibilité, 177 869 euros. La rénovation des remparts phase 2 concerne à la fois les remparts et la voirie pour 260 079 euros. Les travaux au sein de la salle Janouillet pour 47 832 euros. L'aménagement de la place Aristide Briand pour 131 471 euros. La rénovation de l'école Léon pour 736 905 euros. La création du centre technique municipal pour 18 200 euros. La modification du plan local d'urbanisme pour 11 376 euros. La rénovation de l'hôtel de ville pour 231 344 euros. La voirie urbaine pour 365 656 euros. Cela représente donc un total de 1 980 736 euros. Et vous voyez apparaître sur la dernière colonne ce qui correspond aux dépenses concernant les années suivantes, 2025, 2026 et suivantes, pour un total de 5 268 085 euros. Donc voilà sur la gestion avec les APCP. Alors, les autres principales dépenses d'équipement, nous voyons apparaître le système d'éclairage du gymnase Bernard-Jeu, les projecteurs au dojo, la rénovation du tennis et du clubhouse. La réhabilitation des sanitaires de l'acte de loisirs des Sesquiers, la réhabilitation du garage du stade du Sesquier, travaux et matériels dans les crèches, travaux et matériels dans les écoles, la réfection du sol du cinéma, l'installation du portail et la réhabilitation du parvis du château, les suites de l'aménagement de la place des Micou-Couliers qui est derrière nous, les travaux sur les réseaux secs et du bord des remparts. Bon, ce n'est pas une liste à la Prévert, mais retenez quand même deux points particuliers en dépenses, les mises aux normes électriques qui s'élèvent à 131 500 euros et l'achat de la parcelle du département qui se situe derrière la Poste pour 158 300 euros. Ça représente 1 307 500 euros. Alors, tous ces éléments-là, vous l'avez dans le rapport qui a été diffusé avec, bien entendu, les différentes délibérations de ce présent Conseil. Donc, ce n'est en fait qu'un résumé ou un simple rappel. Maintenant, les recettes d'investissement par nature.
Elle représente 4 163 771 euros, dans lesquels apparaissent les excédents de fonctionnement capitalisés pour 1 215 394 euros, l'emprunt pour 1 100 000 euros, les dotations et les subventions reçues pour 941 976 euros et les recettes d'ordre pour 906 101 euros. Le camembert ici vous donne la répartition en pourcentage, vous voyez que c'est particulièrement bien équilibré. Alors, un petit point particulier, il s'agit de vous montrer l'impact du budget pour la transition écologique dite budget vert que nous avons l'obligation maintenant de présenter à compter de l'année 2025. Alors, il s'agit d'une analyse des dépenses par rapport à l'axe atténuation du changement climatique et cela concerne le périmètre de 2 912 578 euros. Sont listées dans ces dépenses sur le camembert celles qui sont neutres, celles qui sont favorables et qui apparaissent en orange, qui représentent 36%, et celles qui sont favorables, qui ne représentent que 4%. Les projets d'investissement donc, ayant un impact favorable dans le sens de cette loi de finances 2024, vous avez la rénovation de l'école Lyon, je ne vous rappelle pas les chiffres parce que ça serait trop fastidieux, la rénovation énergétique de l'hôtel de ville, la modernisation d'éclairage du gymnase Bernageux, la piste cyclable du chemin du Ceinturon, la réalisation de jardinières et de gabions, les projecteurs LED au dojo, le sentier sous-marin qui vient d'être inauguré, les rideaux du centre aéré, il s'agit de rafraîchir l'atmosphère à l'intérieur, les papiers, c'est-à-dire la rédaction du règlement, la sécurité sur les pistes cyclables, l'achat de trottinettes électriques et les problèmes des platanes dans les écoles, donc sur un total de 1 059 012 euros et 80 centimes. Voilà cet éclairage particulier sur le budget vert. Alors, voyons maintenant les indicateurs d'équilibre financier. Alors, sur ce diagramme sont présentées 3 lignes. Ligne bleue, l'épargne de gestion, en orange, l'épargne brute, et en vert, c'est la ligne du bas, l'épargne nette. L'épargne de gestion représente au 31/12/2024 2 530 601 euros et 95 centimes. L'épargne brute, 2 052 586 euros et 75 centimes. Et l'épargne nette, 749 511 euros et 29 centimes. Donc, vous voyez que nous avons là, je dirais, une vraie stabilité, voire une légère hausse de ces indicateurs concernant donc ces différents types d'épargne, ce qui reste très positif et qui montre bien je dirais, la rigueur avec laquelle l'ensemble des dépenses sont gérées après engagement. Un dernier tableau, il s'agit de montrer la capacité de désendettement en année. Il s'agit donc de l'encours de la dette par rapport à l'épargne brute. Donc vous voyez que depuis le CA 2021, nous sommes relativement stables dans une tranche qui est pratiquement presque autour de 7 cette année. Donc on était à 7,83 sur le CA 2021. Je dirais le CA 2023, je saute de 7,80 et nous sommes à 6,94 sur le compte administratif 2024. Les résultats, s'agissant strictement parlé du budget principal. Alors, vous avez sur ce tableau une colonne dépenses, la colonne recettes et le solde d'exécution. S'agissant de réalisation de l'exercice 2024, en fonctionnement, donc nous avons atteint 17 660 767 euros et en dépenses et 18 996 927 euros en dépenses, sur un solde d'exécution de 1 336 159 euros. En investissement,
pour 5 318 456 euros. Nous avons eu des recettes pour 4 163 471 euros, soit un solde d'exécution négatif de moins 1 154 984 euros. Les reports de l'exercice 2023 sont indiqués. En fonctionnement, ne concernaient que les recettes pour 840 628 euros et en investissement, en dépenses pour 1 355 882 euros. Le total, donc réalisation et report, donc je vais simplement aller directement sur le solde d'exécution, en fonctionnement 2 176 788 euros et en investissement moins 2 260 867 euros et 20 centimes. Soit un total, donc un solde d'exécution négatif de 84 078 euros et 63 centimes. Cela nous amène à avoir un reste à réaliser à reporter en 2025, rien en fonctionnement, en investissement, il y en a qui, ça représente une de 1 803 933 euros. Dès lors, le résultat cumulé, en fonctionnement, en résultat de clôture, nous sommes à 2 176 788 euros, en investissement à moins 456 933 euros, soit un total cumulé de 1 719 855 euros. Voilà pour les résultats du budget principal au 31/12/2024. Nous allons maintenant passer à l'examen des budgets annexes et pour la diapositive du récipient municipal. Je passe la parole. Madame Ponce. Oui, on les votera après. Sinon, je vais sur des sortes de... Alors, les dépenses de fonctionnement se composent des charges. Oui, attends. Par contre, on va demander s'il y avait des questions là sur le budget principal. Bonsoir à tous. Juste pour indiquer que quand il y a des dépenses qui se font en investissement, ça a un report qui est considérable sur le fonctionnement, parce que surtout quand une équipe municipale comme celle-ci fait le choix de réhabiliter leur bien, ça permet d'économiser beaucoup d'énergie et donc ça permet également de ne pas faire augmenter cette facture-là. Ça permet également de maintenir les impôts. C'est des euros en moins que les Mésois ont pu sortir sur le budget précédent. Donc c'est pour ça qu'au niveau des collectivités, on concourt et on aide les collectivités à la réhabilitation de leur patrimoine, qui permet en plus des économies tout au long après des futures années et des années immédiatement. Y a-t-il d'autres interventions? Aucune, donc je laisse la parole à Madame Vanessa Caruso pour le budget annexe de l'espoir municipal. Merci. Alors, les dépenses de fonctionnement se composent de charges générales et notamment d'alimentation, d'un montant de 667 963,76 euros, de charges de personnel d'un montant de 1 070 926,10 euros, de dotation d'amortissement d'un montant de 13 951,18 euros et de charges d'intérêt de la dette d'un montant de 1 408,54 euros. Les recettes de fonctionnement se composent des produits de l'activité d'un montant de 1 513 080,22 euros, de la subvention versée par le budget principal d'un montant de 240 000 euros, d'une subvention dans le cadre de l'aide lait et fruits à l'école d'un montant de 8 643,48 euros et du résultat de fonctionnement 2023 reporté d'un montant de 8 643,48 euros. Les dépenses d'investissement se composent du capital de la dette remboursé d'un montant de 8 942,51 euros et de renouvellement de matériel en cuisine d'un montant de 90 535,30 euros. Les recettes d'investissement se composent notamment des amortissements d'un montant de 13 951,18 euros et du fonds de compensation de TVA d'un montant de 69 765,09 euros. Y a-t-il des questions? Aucune. On passe au budget numéro 13 de finances, budget annexe de l'hébergement principal
municipal, compte administratif 2024. Je laisse la parole à Mme Sécurité. Alors, les dépenses d'investissement se composent de divers travaux pour 18 601,15 €, de l'achat de mobilier matériel divers pour 4 467,71 €. Ces dépenses d'investissement font apparaître un reste à réaliser de 78 615,89 €. Les recettes d'investissement se composent de l'excédent d'investissement 2023, reporté d'un montant de 33 839,78 €, des amortissements d'un montant de 6 912,33 € et de l'affectation du résultat 2023 de 45 675,82 €. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je passe à la question numéro 14 sur le budget annexe du corps mixte de compte administratif 2024. Là, je laisse la parole à M. Nicolas Chazot. Merci. Les dépenses de fonctionnement se composent de charges personnelles à hauteur de 134 156 € et de taxes foncières de 81 255 €, de maintenance, entretien et réparation d'un montant de 11 123 €, de logiciels de gestion de 7 374 €, de fournitures y compris eau et carburant pour un montant de 14 180 €, de divers remboursements de 5 494 €, tels que le reversement de la taxe séjour de 884 €, des dotations aux amortissements de 70 101 € et des charges financières de 7 030 €. Les recettes de fonctionnement se composent de revenus de subventions transférables d'un montant de 25 855 €, de recettes de la régie du port d'un montant de 291 391 et de redevances etc. du port de 52 718. Les dépenses d'investissement se composent principalement des amortissements des subventions d'un montant de 25 855, des échéances d'emploi au capital d'un montant de 21 278, de la maîtrise de l'œuvre et des travaux du port de Vincennes de 450 529. Les recettes d'investissement se composent du résultat d'investissement N-1, porté de montant de 152 485, des amortissements de montant de 70 101 et de subventions pour 125 683, et d'un emprunt de 270 000 €. Ce budget fait apparaître également un reste à réaliser en dépenses de 83 239 en recettes de 56 834. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je passe à la question numéro 15, finance budget annexe du port de Mont-Blanc, et je laisse la parole à M. Chimou. Merci. Les principales dépenses de fonctionnement se composent de redevances versées au département de 1 709 € et du personnel pour un montant de 18 766 € et des dotations aux amortissements pour un montant de 93 810 €, de l'entretien des réseaux pour 4 334 €. Les recettes de fonctionnement se composent notamment du résultat de fonctionnement N-1 reporté d'un montant de 2 327 € et de quote à part de subventions transférables d'un montant de 54 871 €, des redevances d'occupation de 70 784 €. Les dépenses d'investissement se composent de travaux sur les installations de 7 533, les amortissements des subventions transférables de montant de 54 871 €. Les recettes d'investissement se composent du résultat d'investissement N-1 reporté d'un montant de 214 344, et des amortissements pour un montant de 93 810. Ce budget fait également apparaître le reste à réaliser en dépenses de 17 578. Y a-t-il des questions? Aucune. On va passer à la question numéro 16. Finance budget annexe de l'aire de camping-car de compte administratif 2024. Je laisse la parole à Vanessa Caruso. Alors, les dépenses de fonctionnement se composent des dotations aux amortissements d'un montant de 3 425,24 € et des charges d'intérêt de la dette d'un montant de 1 584,59 €. Les recettes de fonctionnement se composent de la redevance versée par Camping Car Park d'un montant de 18 134 073 € et du résultat de fonctionnement 2023 reporté d'un montant de 31 380,98 €. Les dépenses d'investissement se composent du remboursement des échéances d'emprunt en capital d'un montant de 2 910,24 €. Les recettes d'investissement se composent des amortissements d'un montant de 3 225,24 € et du solde d'exécution d'investissement 2023 reporté d'un montant de 20 952,70 €. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc, on va passer à la question numéro 17. La dernière. C'est administratif, c'est le budget annexe du TALSA. Je laisse la parole à Vanessa Caruso. Les recettes de fonctionnement se composent du résultat de fonctionnement N-1 reporté d'un montant de 38 075,48 €, des reprises de subventions d'un montant de 18 553,34 € et de revenus d'exploitation de 45 730,55 €.
Les dépenses d'investissement se composent des amortissements des subventions transférables d'un montant de 18 553,34 € et des échéances d'emprunt à capital d'un montant de 11 907,32 € d'opérations d'ordre liées à la réimputation de la dette de 291 997 025 € et de la reprise d'investissement réalisée dans le cadre de l'ancienne DSP. Les recettes d'investissement se composent du résultat d'investissement N-1 reporté d'un montant de 60 001,88 €, des amortissements d'un montant de 27 114,93 € et de l'opération d'ordre liée au capital de la dette. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je vais laisser maintenant la lourde charge à M. Bigot. Je vous fais le code administratif et je vais le retirer. Monsieur le maire, j'attends que vous sortiez. Bien, donc on va voter l'ensemble des comptes administratifs un par un, bien entendu, en reprenant la question 11. Donc pour le budget principal, l'approbation du compte administratif 2024, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Votez à l'unanimité. Je vous remercie. Pour la question 12, budget annexe du restaurant municipal, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, à l'unanimité. Question 13, le budget annexe de l'hébergement municipal 2024, qui est pour. Ça s'adore. À l'unanimité. Question 14. Le budget annexe du port mixte. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Alors, nous passons au port du Mour Blanc pour le CA 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Pour l'aire de camping-car, on en parlait tout à l'heure, donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Qui est pour? Et enfin, pour le village Tarassa, le budget annexe, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Le maire peut rentrer. L'ensemble des CA a été voté à l'unanimité. Merci de votre confiance. Alors, je vais passer maintenant à la question numéro 18. Finances sur le budget principal, c'est l'affectation du résultat 2024. Et je laisse la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Simple détail, la dernière diapo qui apparaît donc, il s'agit des résultats cumulés de l'exercice 2024 qui apparaît. Alors, s'agissant maintenant de l'affectation des résultats du budget principal, nous avons une affectation obligatoire de 456 933 € au titre de l'excédent de fonctionnement capitalisé. Et nous avons le report de la section de fonctionnement, compte 002, l'excédent de 1 719 855 013 centimes d'euros. Donc il s'agit de les inscrire donc, au compte 002. Et il est donc bien entendu demandé de bien pouvoir prononcer ces affectations et ces reports. Des questions? Oui, je le vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 19. J'annexe du restaurant municipal, affectation du résultat 2024. Je laisse la parole à 27 Salut. Donc, considérant le résultat de fonctionnement 2024 d'un montant de 52 850,93 € et le besoin de financement à l'absence de reste à réaliser de la section d'investissement de 84 123,35 €, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise du résultat ci-après. Affectation obligatoire du résultat 52 850,93 €. Il est demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé du budget 2025 à hauteur de 52 850,93 €. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je le vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie.
Question numéro 20, finance le budget annexe de l'hébergement municipal, affectation des résultats 2024. Et je laisse à nouveau la parole à Mme Vanessa Caruso. Alors, considérant le résultat de fonctionnement 2024 par montant de 24 078,52 € et le besoin de financement après prise en compte des restes à réaliser de la section d'investissement de 15 256,82 €, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise du résultat ci-après. Affectation obligatoire du résultat 15 256,82 €, report à la section de fonctionnement 002, excédent 8 821,70 €. Il est demandé au conseiller de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement du compte 1068 au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé du budget 2025 à hauteur de 15 256,82 € et reporter l'excédent de fonctionnement au compte 002 excédent de fonctionnement reporté du budget 2025 à hauteur de 8 821,70 €. Y a-t-il des questions? Je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 21, finance et ce budget annexe du commerce, affectation de résultat 2024. Je laisse la parole à M. Nicolas Chéreau. Considérant le résultat de fonctionnement de 2024 de montant de 19 237 et le résultat d'investissement après prise en compte des restes réalisés de 81 467, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir reporter l'excédent de fonctionnement au compte 002, excédent de fonctionnement reporté du budget 2025 à hauteur de 19 237. Tu vas du rastrer, non? Y a-t-il des questions? Donc, je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 22. C'est le budget annexe du corps du programme, affectation du résultat 2024. Je laisse la parole à M. Chéreau. Considérant le résultat de fonctionnement de 2024 de montant de 2 332 € et le résultat d'investissement après prise en compte de reste à réaliser de 227 014, je propose de reporter à l'excédent de fonctionnement compte 002, excédent de fonctionnement reporté du budget 2025 à hauteur de 2 332 €. Y a-t-il des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 23, finance, c'est le budget annexe de l'air des camping-cars, affectation du résultat 2024. Je laisse la parole à Mme Vanessa Caruso. Considérant le résultat de fonctionnement 2024 d'un montant de 44 505,62 € et le résultat d'investissement 2024 en l'absence de reste à réaliser d'un montant de 25 467,70 €, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise du résultat ci-après, report à la section de fonctionnement 002 excédent 44 505,62 €. Il demande aux conseillers municipaux de bien vouloir reporter l'excédent de fonctionnement au compte 002 excédent de fonctionnement reporté du budget 2025 à hauteur de 44 505,62 €. Y a-t-il des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 24, c'est le budget annexe du TAS, affectation du résultat 2024. Je laisse à nouveau la parole à Mme Vanessa Caruso. Alors, toujours considérant le résultat de fonctionnement 2024, un montant de 68 230,19 € et le besoin de financement en l'absence du reste réalisé de la section d'investissement au 38 151,45 €, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise du résultat ci-après, affectation obligatoire du résultat 38 151,45 €, report à la section de fonctionnement 002, excédent 22 078,74 €. Il est demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé du budget 2025 à hauteur de 38 151,45 € et reporter l'excédent de fonctionnement au compte 002, excédent de fonctionnement reporté du budget 2025 à hauteur de 22 078,74 €. Y a-t-il des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 25. C'est l'acceptation du fonds de concours de 7 agropole de Méditerranée. Alors, le 6 mars 2025, le conseil communautaire de 7 agropole de Méditerranée a validé le versement de fonds de concours au profit de la commune pour l'aménagement de la place à la
Briand et des abords des Halles d'un montant de 202 651 euros. Conformément à la loi numéro 2004 809 du 13 août 2014, le conseil municipal va exprimer son accord à la majorité simple pour accepter ce versement et donc proposer au conseil municipal d'approuver le fonds de concours attribué par cet agricole méditerranéen en vue de la participation au financement de l'aménagement de la passe à l'essai de Briand et de la Bordeaux et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à cette affaire. Y a-t-il des questions? Donc, je me vote, je pense qu'on ne va pas refuser. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 6. 26, pardon. Lors du dernier conseil municipal de subvention d'État de l'association mésoise de fonctionnement, les dossiers des associations de l'Union nationale des combattants ont été examinés ultérieurement. Donc aussi, convient d'aujourd'hui décider d'attribuer une subvention de 200 euros à l'association Comartinez et une subvention de 250 euros à l'Union nationale des combattants. Donc je vous demande de voter une subvention de 200 euros à l'association Comartinez et de voter une subvention de fonctionnement de 250 euros à l'association Union nationale des combattants UNC. Dire que les crédits sont prévus au compte 7674 du budget principal de la ville de 2025. Subvention de fonctionnement de l'association et autres organismes de droit privé. Y a-t-il des questions ou observations? Aucune. Donc, je vous vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 27. Finance, c'est la subvention pour le moteur des sports. La ville de Metz soutient chaque année l'association des moteurs des sports qui est la générosité collectivité territoriale pour financer cette action solidaire à la population d'enfants et adolescents en situation de handicap. Considérant que cette association a déjà soutenu des besoins et qu'elle peut être amenée à agir à nouveau sur notre commune, il est proposé de lui attribuer une subvention de 300 euros. Il est approuvé à l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour savoir l'association des motoriers sports pour l'année 2025 et dire que les crédits seront prélevés sur le chapitre 67, article 6745 du budget principal. Y a-t-il des questions? Sachez que le CCAS aussi fait le don de 300 euros pour cette association. Oui, ils sont le premier, je crois que c'est le premier sur le port. Le juin sur le port à 12 ans. C'est ça. Si vous avez une moto, vous pouvez aller avec eux même le matin faire la balade. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 28. Finance, c'est le tarif public, tarif d'électricité pour les forêts. Je vais laisser la parole à Mme Gilles Silva. Merci. Lors du conseil municipal du 29 avril 2024, le conseil municipal a décidé d'adopter une tarification pour les forains, non plus au forfait, mais à partir d'une évaluation de la consommation électrique spécifique à chaque manège ou stand, au tarif de 0,38 euros par kilowattheure et par jour. Ce montant correspondait au tarif de l'énergie facturé par EDF à la commune en 2024. Ce tarif ayant été renégocié par la ville auprès de son fournisseur d'énergie, il est nécessaire de modifier la tarification pour appliquer à chaque fête foraine le tarif en vigueur, correspondant au prix du kilowattheure facturé à la commune par son fournisseur d'énergie. À titre indicatif, après la délibération, le tarif sera de 0,11 euros par kilowattheure selon le tarif négocié par notre fournisseur. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier modification suivante du tarif, d'approuver la modification suivante du tarif, de dire que cette modification applicable à compter de la présente délibération sera inscrite dans la grille tarifaire des tarifs publics de la ville de Metz. Y a-t-il des questions? Aucune. Ah, monsieur Focas. Parce que là, sinon, on aura la tête sur le clavier. Non, juste une question. Donc, si j'ai bien compris, on a baissé de divisé par 3, quoi. Plus de divisé par 3. Alors, le but n'est pas, on ne divise pas par 3 le tarif d'occupation républicain. Là, c'est bien le tarif au kilowattheure, c'est leur consommation d'électricité. On leur fait payer le prix que l'on paye. Ouais. Voilà. Mais avec l'ancien calcul, ça va revenir à combien? Pardon? Avec l'ancien. C'est à 0,38 kWh, là, jusqu'à encore. Et là, ils sont à. Donc, là, c'est 0,11 kWh.
Donc ça fait C'est-à-dire plus de 3 négocier fois par moins. les groupements d'achat. Ça fait plus de 3 fois moins, et Avec ça l'énergie. va fluctuer au fur et à mesure, puisque ça, Ça fluctue en fonction on veut le des négociations qu'il y a avec le groupement d'achat, qu'il y a avec l'énergie. Voilà, en fonction c'est de bien, la c'est situation, ça c'est risque bien. d'augmenter un peu l'année prochaine, et voilà, on ajustera en fonction des tarifs chaque année. Et c'est bien de le signaler, là. Oui, oui. Je les ai rencontrés, en fait, il y a eu un petit souci là sur le mois de mai, au niveau de la tarification, donc on leur a baissé le nombre d'heures d'ouverture au kilowattheure. Voilà, c'est arrangé avec eux sur le nombre d'heures d'ouverture pour éviter que ça leur passe trop sur le mois de mai en attendant de voter la délibération aujourd'hui. J'essaie de tenir un peu une discussion. Sinon, on va pouvoir enlever les chaises pour le prochain coup. Aller vu sur Internet, donc baisser. Il faut trouver quelque chose. Là. Il faut trouver quelque chose. Hein. Oui. Et à toi le mot. Ouais, je vais te répondre un peu plus en détail. En fait, on achète l'énergie. Le MES fait partie des groupements d'achat d'énergie qui sont achetés par Héroénergie. Donc aujourd'hui, on achète plus de 50 millions d'euros par an d'énergie. Notre fournisseur, après le marché public que nous avons passé, est donc EDF, comme l'a dit Eve. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu des très grosses hausses d'énergie il y a 3 ans de ça. On a pu maintenir quand même un achat bien moins cher, mais plus cher que ce qu'il était précédemment. Et donc chaque année, donc, avec mes agents, on achète sur la bourse en fait, mondiale l'énergie. Et donc on a des clics obligatoires. Et quand on a eu ces clics, on peut chaque année dire combien on va acheter d'énergie et informer les collectivités de la baisse de l'énergie qui sera répercutée sur leurs factures. Et donc c'est pour ça qu'on vous parlait d'environ 30% de baisse depuis 2 ans à l'énergie, et c'est ce qu'on reporte aux collectivités. Et suite à cet achat et cette baisse, il y a eu un recalcul qui a été donné aux forêts, suite également aux nouvelles bornes que tu avais fait installer sur les comptages forains, qui sont aujourd'hui intégrés dans les galions et qui seront également intégrés sur la place de la ville. Voilà. Donc on est en marché, je tiens à dire qu'on réachète de l'énergie à partir de l'année prochaine, et mais à réadhérer au complément d'achat. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vais voir qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 29, fiscalité sur la taxe locale sur la publicité extérieure, c'est le tarif 2026, et je vous laisse la parole à M. Merci, monsieur le maire. Alors, je veux rappeler que la taxe locale sur la publicité extérieure a été instaurée par la commune par délibération du 3 juin 2014 et le conseil municipal en a alors fixé les tarifs. Donc, elle est élue par toute entreprise exploitant un support publicitaire, enseigne et enseigne publicité, et ce, quelle que soit la nature de son activité. Elle participe notamment à lutter contre la pollution visuelle. L'article L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales permet de majorer le tarif applicable. Mais étant une commune de moins de 50 000 habitants, appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants. Il est donc proposé de ne pas appliquer l'indexation prévue à l'article L. 454-58 du Code des impositions sur les biens et services et de conserver les tarifs appliqués en 2025 au titre de 2026. Donc le présent projet de délibération précise les tarifs proposés pour 2026 et qu'il convient aujourd'hui d'adopter. Y a-t-il des questions? Aucune. Je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 30, c'est la concession, l'attribution de la DSP pour l'exploitation de l'aire de camping-car. Alors, le contrat d'exploitation de l'aire de stationnement du camping-car attribué à la société Camping-Car Park par la fin le 12 juin prochain. Au terme de la procédure de publicité mise à concurrence qui a été lancée le 27 janvier dernier, pour rechercher le projet d'exploitation du site, la commission ad hoc a procédé à l'analyse des 3 candidatures recevables à la suite des négociations entre 2 d'entre elles, Air Service et Camping-Car,
Et après analyse des nouvelles offres, la Commission a décidé de proposer l'attribution du contrat de concession pour l'exploitation et l'extension de l'aire de camping-car du Sesquier pour une durée de 5 ans à compter du 13 juin 2025 à la société Camping Passoire. Le projet de contrat de cette année a été mis à la disposition des élus auprès du secrétaire général à partir du 9 mai. Il propose une part fixe annuelle de la redevance de 50 000 € taxes pour les 2 premières années, 55 000 € pour la 3e et 4e année et 60 000 € la dernière année. À cela s'ajoute une part variable annuelle correspondant à 10% du chiffre d'affaires, plus 60% au-delà de 197 000 € de chiffre d'affaires. Il est donc proposé d'approuver l'attribution de ce contrat de concession du service public à la société Camping Passoire et donc autorisé à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre et à l'exécution de cette délibération. Donc, y a-t-il des questions là-dessus? Une observation, hein, rappelez-vous ce qu'on avait dit en conseil, c'était pas le prix. La dernière négociation nous expliquait que c'était un début et qu'on ne savait pas, mais là on arrive quand même à des montants qui sont nettement plus rémunérateurs pour la commune. Donc on vient de voir sur le CA qu'on nous donnait 18 000 € par an. Voilà. Donc, je vous laisse faire le calcul. Et on a aussi un versement immédiat dans le cadre du contrat où la société a admis qu'elle pouvait verser immédiatement 157 000 €, je crois, donc, qui vont être encaissés en 2025. Voilà. Donc ça vaut le coup de négocier, pour remercier tous les négociateurs. Je ne les ai pas, moi. On peut remercier à la fois les services et les élus qui ont négocié. Oui, excusez-moi. C'était la question que je voulais poser avec la différence financière. Et l'autre question, est-ce qu'au niveau de nos obligations, à nous, communes, il y a des choses qui ont changé ou on est sur la même... Il n'y a que l'extension des places, ceux qui le financent, non, il n'y a aucune compte financier en rang, on va passer au prix, parce que le 18, ce qu'on avait, on va passer à... On va passer 50, 60, après on va passer, je pense, à la dernière année, on va passer à 100 000, 53 000 potentiellement. Parce que déjà, le chiffre d'affaires est déjà au-dessus de 190 000, donc s'il y aura 10 places de plus, je pense qu'ils vont passer rapidement dessus de 100 000 €. Donc, voilà. C'est une valeur de 18 000, on va finir à plus de 100 000 €, c'est quand même intéressant pour la commune. Sachez qu'en plus, on est quand même une aire qui est assez premium, je crois. Il y en a 10% dans la France seulement. Voilà. Parce qu'ils ont fait tout le nécessaire pour pouvoir garder cette concession, cet esprit sur le monde, parce que voilà, c'est très intéressant. Bon. Y a-t-il d'autres questions, Madame Estrada? Non, juste une remarque que donc, j'ai participé au titre de notre groupe à toutes les commissions et que on trouve que c'est une bonne opération pour la commune puisqu'il va y avoir un gain financier important. Donc c'est un outil de développement économique qui compte et qui va compter dans le futur. Aucune autre remarque? Aucune, donc je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 31, c'est la formation des cadres de formation des élus. De 2004, je vais laisser la parole à Mme Delphine Agné. Merci. L'article L21-23 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'un tableau qui récapitule les actions de formation des élus financés par la commune doit être annexé au compte administratif et doit donner lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Vous trouverez en annexe le tableau qui précise les formations prises en charge par la ville en 2024. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la transmission de ces éléments ou de débattre sur la formation des élus. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je vous vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 32.
ressources humaines et modification du cadre des effectifs. Je vais laisser la parole à M. Serafin-Para. Oui, merci, monsieur le maire. C'est une délibération traditionnelle au niveau qui marque la vie en fait du personnel, les mouvements, modification des carrières de certains agents, arrivée, avancement, intégration de nouvelles filières. Donc il convient de créer pour cette délibération 4 emplois d'agents techniques principal de deuxième classe à temps complet sur le budget général, un emploi d'agent technique principal de deuxième classe à temps non complet 7 heures, et sur le budget du port, un emploi d'adjoint administratif de deuxième classe à temps complet. Donc en résumé, le tableau des effectifs pour le budget général passe de 265 postes budgétaires à 272 et le budget du port de 3 postes à 4 postes budgétaires. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification des tableaux des effectifs, de donner pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget chapitre 02. Les tableaux modifiés sont joints à la délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 33. Ressources humaines et c'est l'exploration du régime des astreintes. Je vais laisser la parole pour M. Serafin-Para. Oui, en l'occurrence, il s'agit d'une. On avait déjà délibéré le 27 janvier 2023. Et donc, la ville a modifié et organisé le régime des astreintes des services municipaux. Donc, la mise en place d'un nouvel organigramme des services et la nécessité de modifier la liste des emplois concernés par ces astreintes. Donc, nous soumettons cette nouvelle délibération. Donc, elle présente en détail le motif du recours aux astreintes, les modalités d'organisation distinguant les astreintes d'exploitation effectuées sur une semaine complète et les astreintes de sécurité effectuées sur le week-end. Donc, les emplois concernés déclinés par pôle sont essentiellement des emplois de la filière technique, les types d'astreintes d'exploitation de sécurité, les modalités d'indemnisation et de récupération et les modalités d'organisation. Cette délibération a fait l'objet d'une présentation au comité social territorial le 13 mai dernier. Elle permettra de poser clairement les choses conformément au texte ordinaire. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de modifier le régime des astreintes dans la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus, de préciser que sauf disposition expresse de l'Assemblée délibérante, prise sur le nouvel avis du comité social territorial compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année, d'inscrire au budget primitif les crédits correspondants et de charger l'autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de cette délibération qui prendra effet au 1er juin 2025. La délibération antérieure instituant le régime des astreintes sera abrogée à compter de cette même date et d'autoriser l'autorité territoriale à mettre en œuvre les dispositions décrites ci-dessus et à prendre les actes nécessaires à cet effet. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 34. La ressource humaine, c'est la garantie minimale de l'organisation du travail. Je laisse la parole à M. Serafin-Para. Cette délibération a pour objectif de fixer les règles relatives au temps de travail des agents de la ville. Dans le respect des règles fixées par le décret numéro 2815 du 25 août 2000 et précisant des garanties minimales en matière d'organisation de travail, à savoir la durée hebdomadaire de travail effectif, les heures supplémentaires comprises ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à 35 heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. L'amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures. 10 heures, donc 12 heures, en tenant compte éventuellement le temps entre les deux variations. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures, ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Il peut être toutefois dérogé à ces garanties, d'une part, lorsque l'objet même du service public en cause existe en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, et d'autre part, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient, sur décision de l'autorité territoriale et pour une période limitée, après en avoir informé les représentants du personnel du comité social territorial. Donc, il est demandé de fixer les règles relatives au temps de travail des agents de la ville de Metz comme définies ci-dessus, d'autoriser M. le maire ou son représentant à mettre en œuvre les dispositions décrites ci-dessus. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc le vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 35, ressources humaines, c'est le recours au contrat d'apprentissage. Je laisse la parole à M. Srafimara. Simplement un petit rappel, on a au niveau de la collectivité beaucoup de demandes de contrats d'apprentissage, et donc il convenait de réfléchir à la fois, parce que souvent ces demandes arrivent de manière j'allais dire sur une temporalité qui ne nous permet pas à la fois de délibérer et de donner satisfaction aux demandeurs, et d'autre part de voir si le service est en capacité à la fois d'assurer cette prestation, parce que qui dit contrat d'apprentissage dit un coût pour la collectivité. Certes, on doit prendre, désigner un maître de stage, d'avoir un suivi au niveau de cet apprentissage. Donc, on a convenu un contrat d'apprentissage. Effectivement, un rappel, c'est un contrat de droit privé qui permet de dispenser une formation professionnelle à des personnes âgées de 16 à 29 ans en échange de leur travail rémunéré pendant la durée du contrat et sanctionné par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants. Donc la ville a déjà recours à ce type de contrat et souhaite l'utiliser pour former un animateur au service jeunesse qui préparera un certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, durée 12 mois, et un contrat pour un agent d'entretien des espaces verts au sein du service espaces verts pour une durée de 12 à 24 mois en vue d'obtenir un brevet professionnel aménagement paysager. Donc, il est demandé au Conseil d'autoriser de recourir au contrat d'apprentissage, d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement de 2 apprentis, conformément au tableau suivant que je vous ai présenté, de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget général et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 36. Policier, c'est le lancement d'une procédure de recensement des chemins de gros. Je laisse la parole à M. Jean-Christophe Caniveau. Merci, M. le maire. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de délibération d'intégration dans la ville et dans l'urbain, mais on passe aux chemins ruraux. Donc, on a constaté qu'il y avait des demandes ou d'acquisition ou de vente de parcelles qui peuvent toucher les chemins communaux, les chemins ruraux. La question a été posée, on doit débattre lors d'une prochaine commission pour les rurales, mais avant ça, il faudrait savoir où on en est. Qu'est-ce qui est communal, qu'est-ce qui est rural, qu'est-ce qui est
privés, etc. Donc, ce qu'on propose, c'est de recourir à une possibilité qui a été ouverte depuis la loi du 21 février 2022, la loi 3DS, qui permet au conseil municipal de décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Ça nous permettra ensuite de travailler, d'y voir plus clair, et de donner suite à des demandes, soit d'acquisition, soit de vente, sur les parcelles qui comportent des chemins ou des accès. Il faut savoir qu'au niveau concret, sur le terrain, on a pas mal de chemins qui sont sur des parcelles privées, et de chemins référencés qui ont disparu, en fait. Donc je crois que le premier travail à faire, c'est d'éclaircir très clairement qu'est-ce qui relève des chemins communaux, des chemins ruraux, des chemins municipaux, etc. Voilà, c'est pour ça qu'on propose ce lancement de cette procédure. Donc là aujourd'hui il s'agit de décider de lancer le recensement des chemins ruraux, d'approuver donc la réalisation, d'autoriser le maire à réaliser un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune. On passera bien entendu en émission, à procéder à toutes les formalités nécessaires pour la réalisation de l'enquête publique, notamment la désignation d'un commissaire enquêteur et la réalisation d'une publicité légale, de préciser que cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant des chemins conformément à l'article L161.6.1 du Code rural et de la pêche maritime. Bien entendu, de dire que le crédit soit inscrit et de faire les formalités. Voilà pourquoi on nous propose aujourd'hui de lancer cette opération. Y a-t-il des questions? Monsieur Foucault. C'est une question con. C'est une idée du kilométrage qui sont peut-être pas clair. On est là pour le recenser, donc je me doute que tu l'as pas. Mais approximativement. Honnêtement, absolument pas. Il n'y a même pas d'idée. Non, absolument pas. On n'a pas les éléments aujourd'hui pour définir en fait, les différentes catégories juridiques, entre les chemins communaux publics, les chemins municipaux, les chemins privés, les chemins ruraux. Donc, je ne dois pas te répondre. La question est peut-être. D'accord. Je sais pas. C'était pour ça, moi je posais le dire. C'était pour savoir concrètement comment ça va se passer. Vous allez bon, il y a une enquête publique, mais c'est un employé municipal qui va faire le recensement ou c'est un bureau d'études, un géomètre voilà. Alors aujourd'hui, on va commencer par travailler nous-mêmes. On a aujourd'hui un juriste, Nicolas Japon, qui travaille avec un groupe. Et on va partir, on a quand même des données. On va partir du cadastre, bien entendu. On va partir des différents éléments qu'on peut avoir sur les actes notariés aussi, puisqu'il s'agit de formules privées. Et on va lancer la procédure en essayant de la faire nous-mêmes. Si on a un blocage, on regardera. On a aussi la chambre d'agriculture et quelques choses comme ça. Mais pour l'instant, on va essayer de faire nous-mêmes. Oui, parce que parfois on se retrouve avec des propriétaires qui passent sur leur propre chemin, alors que le chemin communal il a été condamné. Donc, des fois, il y aura des échanges à faire. On a plusieurs cas déjà, on a beaucoup de cas à régulariser. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Oui, en fait on ne se met pas de délai d'organisation. On lance et. Le plus possible. Oui, non, mais ça va durer. Il faut 18 mois dedans. Ça, c'est un peu comme les intégrations de voirie, on l'a laissé, on le fait au fur et à mesure, on sait qu'on ne pourra pas tout faire, il va falloir regarder le temps, des fois ça va être compliqué. Des fois on se retrouve sur des chemins qui ont été gros et tout, qui ne nous appartiennent pas du tout, et voilà, on a pas mal. Même pour aller au stade. Alors, la question, je ne sais pas, question numéro 37, urbanisme, c'est le premier rapport triennal d'artificialisation des sources rurales à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022. Je laisse la parole à M. Dalibot. Monsieur le maire, donc là, on remplit une obligation, depuis la loi de 2021, les communes doivent avoir un débat au conseil municipal sur la base d'un rapport qui nous a été transmis. Donc, c'est l'article 2231 du Code général des collectivités qui prévoit que le maire doit fournir un rapport au moins tous les 3 ans relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire.
Alors, le problème s'est posé de quelles données on devait utiliser. Donc, on a pris des données de l'État, puisqu'on n'a pas d'observatoire local, ni au niveau de cette Méditerranée, ni au niveau de la Chine. Donc, on a pris comme base le site officiel https mondialgraphic.meta.gouv.fr pour enregistrer les changements. La période, on a pris les données à partir du 1er janvier 2011. Sur cette période, donc, on a observé donc du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022. Donc on a observé une consommation de 36,65 hectares sur ces 31,65 hectares, donc 26,64 hectares pour de l'habitat, 2,09 pour de l'activité sous-entendue économique et 2,46 hectares pour des voiries. Pour la dernière période triennale 2020-2022, la consommation totale observée a été de 4,8 hectares, donc 4,75 pour l'habitat. Donc on vous a transmis des documents annexes là-dessus. Honnêtement, on fait avec les données qu'on a. Je ne peux pas vous dire que c'est hyper exhaustif. Ça s'arrête à 2022. Qu'est-ce qui a été pris sur l'année 2022, je ne sais pas. On verra dans le prochain rapport de 3 ans ce qui a évolué. Ce qui est certain, c'est que sur les 2 dernières années, on n'a pas artificialisé beaucoup. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je pense qu'on peut ouvrir le débat, si vous souhaitez. Et puis, regarder le détail de ce rapport. Y a-t-il des questions sur le sujet? Oui, madame Estrada. C'est juste une remarque. C'est intéressant d'avoir une photocopie nette à l'instant T une photographie plutôt à l'instant T de ce qui a été consommé sur cette période-là. La loi dit que le rapport doit être produit tous les 3 ans, mais que la collectivité, elle peut le produire de façon plus rapprochée. Et je ne sais pas si c'est compliqué à éditer ce genre de rapport, mais ça pourrait être intéressant de l'avoir tous les ans pour avoir une vision plus fine de la consommation. Voilà. C'est possible. Si on reste sur la base de l'État, il suffit d'alimenter, et la base de l'État, on n'est pas sûr qu'elle soit un jour à l'année, mais on peut sortir cette base de l'État, puisqu'on est parti avec ça, annuellement. C'est tout à fait possible. Il était question au niveau de l'aglo d'avoir quand même un observatoire territorial sur le périmètre SWOT, en fait. Donc, on va voir si ça se met en place ou pas. Parce qu'il y a souvent des données, on le voit sur la problématique du SWOT, où il y a des données enregistrées localement que l'État n'a pas forcément. Donc, ce qu'on peut s'engager à faire, c'est annuellement sortir un comparatif, puisqu'on aura une base. Mais il serait bien qu'au niveau de l'aglo, on ait vraiment des données locales, parce que le syndicat mixte, c'est quand même des données assez pointues, l'aglo aussi, donc ce serait bien que localement, on aille un peu plus loin que cette organisation-là. Oui, la consommation d'énergie. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, parce que bon, là, 2022, on voit 3 hectares à 4, ce qui semble quand même énorme. Sachez qu'il y a déjà plus de 2 hectares qui viennent des serres du farder sur le on croit qu'il y a eu 3 hectares sur l'est de l'urbanisme. Sachez qu'aussi, il y a l'agrandissement du camping au rivage. Il y a sur une masse, et puis il y a la carbonisation qui rentre dans le compte aussi. Voilà, ça rentre aussi dans les chiffres. Voilà, il y a quelque chose qu'on maîtrise, et d'autres qu'on ne maîtrise pas du tout. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Voilà. Juste une petite remarque, parce que ça m'a interpellée en page 8. On voit que la consommation d'espace à Metz est comparativement aussi élevée que la consommation d'espace sur 7. Donc ça m'interpelle quand même entre 2011 et 2022, ce qui veut dire que la commune a quand même consommé beaucoup d'espace naturel sur cette période. Si on reprend la page 8, en fait on s'aperçoit que sur les dernières années 2020, 2021, 2022, on est à 1,23, 0,21, 3,35 sur un total de 31. Donc c'est faible. Donc il faut remonter entre 2011 et 2015, voire 2017, 2018, là il y a eu pas mal de consommation. Donc c'est intéressant d'avoir d'abord le cap sur la durée. Après
Après, bon, chaque année, si on ressort effectivement ces données-là, on va voir les évolutions. Après, Monsieur Bocas. après bon, moi je pense que ces chiffres-là, ils sont surtout sensibles après des épiphénomènes, après des ouvertures d'opérations, ou comme tu as dit, certaines choses qui ne dépendent pas forcément de la mairie. Et c'est difficile de dire, voilà, il y a une tendance, parce que quand tu regardes les cours, ben, toutes les villes elles font comme ça. Et il y a des épiphénomènes sur un an. Alors je ne sais pas si c'est le bon. C'est vrai, le tableau il parle, parce que quand on voit que sur certaines années on consomme beaucoup plus que 7, et sur certaines années c'est l'inverse, mais il y a 3 champions, c'est Metz, Marseille et 7, quoi, sur la consommation, sur ces 10 ans. Et je ne sais pas si ça veut dire non plus grand-chose, si c'est facile à tirer des. Surtout que, comme tu as dit au début, on ne sait pas totalement comment c'est calculé certaines choses. C'est les données enregistrées par le service d'État sur le nombre d'hectares artificialisés. Juste, j'ai un peu un doute quand même, parce que ce n'est pas la canalisation qu'il y a eu pendant 10 ans, sur la commune de Metz en tout cas. Enfin, tout le monde les a vus. On voit bien l'écoquartier, je l'appelle encore comme ça, parce que pas vexé. On les voit, c'est quand même sur des. C'est 2011, quoi. Il devait y avoir 2008 aussi, parce que ça commence à 2008. En fait, c'est un regard qu'on pourra suivre. Ok. Il y a d'autres questions? Je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 38. C'est la remise de concession funéraire à la Canton. Et je vais laisser conclure M. Secrétaire. Merci, monsieur le maire. La conclusion n'est pas d'arriver à celui. Bien, il faut se rappeler que la commune a fait le constat que plusieurs concessions perpétuelles se trouvaient en état d'abandon manifeste. Les mots ont une signification très précise. Alors, pour remédier à cette situation et permettre à la commune de récupérer les emplacements délaissés, une procédure de reprise de concession est prévue par le Code général des collectivités territoriales, alors aux articles L 2223-17 et 2223-18, et pour la partie réglementaire, aux articles L 2223-12 et 2223-29. Alors, la procédure de reprise des concessions abandonnées a été engagée dans notre cimetière le 19 octobre 2023, qui correspond à la date du premier constat d'abandon et qui disait 12 concessions figurant dans la liste qui est annexée à la délibération. Alors, il faut préciser que la commune reste bien propriétaire des emplacements concédés. La concession n'étant qu'un droit d'usage du terrain communal, les concessionnaires ayant toutefois le devoir d'entretenir l'espace mis ainsi à leur disposition. L'ensemble de la procédure donc, a été mené à son terme, conformément aux dispositions réglementaires. Un deuxième constat d'abandon a été réalisé en date du 1er avril 2025 et concerne 20 sépultures. Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la reprise par la commune de 12 concessions abandonnées, donc liste annexée à la présente délibération, d'autoriser M. le maire à prendre un arrêté collectif prononçant leur reprise et à remettre en service les terrains ainsi libérés pour l'attribution de nouvelles concessions. Enfin, chargé, bien entendu, M. le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Je vous vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Bon, écoutez, le conseil est terminé. Je vous donne rendez-vous le 7 juillet, je vous l'avais bien dit. Le prochain conseil municipal.